Madame la Présidente, vous me donnez la parole? Absolument. Bon, je me présente, marcel.devergne@gmail.com. Et en réalité, je n'ai pas de carte papier, mais je m'appelle, donc Marcel Devergne, citoyen numérique mobile. Voilà, c'est comme ça que j'existe aujourd'hui. Et je voulais quand même, devant Sébastien, rendre un tout petit hommage, parce que très symboliquement, certains dans la salle vont comprendre ce que je vais dire. C'est exactement il y a 10 ans que se déroulait la dernière université d'été de la communication à Ourtin. Et je suis heureux d'être là aussi co-animateur avec Michel Loricergue pour la 9e en fait, manifestation de Ruralytique. C'est un petit hommage. Bien, tout simplement, nous allons pendant 1h30 maximum essayer d'échanger justement avec toute une série de gens qui ont des, comment dirais-je, des statuts différents sur cette question évidemment liée aux questions de l'école numérique, hors les murs. Et avant que je redonne la parole à Michel Loricergue, ça me fait sourire d'être celui qui prend la parole le premier. Moi qui pendant des années ai travaillé dans quelque chose qui s'appelait à l'époque l'éducation populaire, sur justement le péri et post-scolaire, avec autour de l'école, dans une institution qui existe toujours, rassurez-vous, la Ligue de l'enseignement, mais qui évidemment se préoccupait de ces questions, avec bien évidemment des approches totalement différentes, mais dont une qu'il ne faut jamais oublier, cette migration de l'époque du milieu rural ou des milieux ruraux vers la ville, et dans ces années 60 et 70, etc. Et moi, je trouve intéressant que ce débat se réalise aujourd'hui sur quelque chose d'aujourd'hui et de demain, justement par rapport à tous ces lieux autour de l'école. Michel. Merci. Et merci à Sébastien d'avoir organisé cette table ronde. Alors, vous voyez, nous sommes en co-animation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de co aujourd'hui, co-éducation, co-animation, avec Marcel pour innover un petit peu. Et moi, je suis Michel Loricergue, je suis présidente de l'association ANAE, Association nationale des acteurs de l'école, avec une arrobase, depuis 1996. Et nous avons créé, voilà 3 ans, un site qui marche de plus en plus fort d'ailleurs, il faut le dire, qui s'appelle educavox.fr. Alors les acteurs de l'école, ce n'est pas les acteurs qui sont strictement dans l'enseignement déjà, nous avons toujours pensé, et c'était vraiment le fondement de notre association, qu'il fallait tous travailler ensemble pour l'éducation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment dans un écosystème numérique qui entraîne un écosystème éducatif. Et on voit bien l'école hors les murs, bien sûr c'est une image, parce que les murs, ça ne veut plus rien dire au niveau du numérique, mais on voit bien que les enseignements informels, finalement, hors de l'école, sont aujourd'hui fondamentaux aussi, que des enseignements se font par des systèmes tels que la classe inversée, dont vous avez peut-être entendu parler, mais avec des cours qui se passent donc à la maison. Et on voit bien aujourd'hui que les choses s'inversent, les choses se complexifient. Je crois que c'est un plus pour l'école, je crois que c'est difficile d'y entrer. Il y a aussi la mise en place des rythmes scolaires. Et il nous semble important de réfléchir ensemble aussi sur tout ce qui est le périscolaire aujourd'hui, avec les demandes qui nous viennent des élus, qui nous disent mais comment on fait pour avoir des animateurs et comment utiliser aussi le matériel qu'on a mis à disposition dans les classes pendant ce temps périscolaire. Ça me semble aussi important. Donc nous avons réuni autour de cette table plusieurs personnes. Je vais redonner la parole à Marcel pour les présenter et nous allons essayer d'avancer ensemble aussi, pas simplement de présenter nos actions, mais aussi d'avancer ensemble une réflexion pour voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Et je crois que ça me semble important à la clôture de cette table ronde. Voilà, Marcel. La première personne qui prendra la parole, mais je vais d'abord... chacun va se présenter en exactement 14 secondes, justement, pour que vous voyez quel est, si j'ose dire, le panel et l'approche des gens qui ont des statuts différents. Nous écouterons d'abord M. Olivier Carmel. 14 secondes pour vous présenter. C'est trop. Je suis adjoint au maire donc, de l'Homme, ville associée avec Lille, donc je viens du Grand Nord et je suis habitué au climat qui est le vôtre. Bien. Je ne vois pas pourquoi il fait allusion. Bon, Jean-François Coche. Micro. Jean-François Coche, bonjour. Je suis consultant, formateur, animateur dans le domaine de tout ce qui est usage innovant. Donc animateur notamment dans le périscolaire et puis je suis cofondateur du Makerspace qui est le Fab Lab lillois qui est en cours d'évolution actuellement. Et j'ajoute qu'il est même docteur en histoire médiévale et sciences de l'information.
No comment. Ensuite, monsieur Nicolas Vauzel. Donc, bonjour, Nicolas Vauzel, je suis président de l'espace numérique du Sud-Charente, un espace net public au niveau du Poitou-Charentes, en zone rurale, situé à Montmoreau, qui a la spécificité d'être dans un collège et qui intervient sur les territoires. C'est le numérique qui va vers les territoires depuis 2010 avec un bus et ensuite des interventions directement dans les communes. Voilà. Et sinon, donc je suis bénévole. Au niveau de mon travail, je suis professeur en lycée, formateur académique au niveau du numérique. Et je travaille aussi à Canopé, où je suis chargé de mission de la mise en place du plan numérique au niveau de Canopé, de la mise en place des services associés. Voilà. Voilà. Nos comments sur l'ensemble de toute l'émission. Sylvie Leloup. Pardon. Excusez-moi, pardon. Marlène Lestevin. Bonjour, je suis chef du service développement des usages numériques au Conseil régional d'Auvergne et donc je vous présenterai le point de vue de la région et des différents enjeux plus largement qui touchent à la e-éducation du point de vue d'une collectivité. Sylvie Leloup, cette fois-ci. Bonjour, je suis chef de projet à la Caisse des dépôts et plus particulièrement au département développement numérique des territoires. Qui a pour mission d'accompagner les collectivités territoriales et globalement les politiques publiques. En particulier, je suis chargée du développement des services éducatifs et donc je pourrais avec vous partager notre expérience d'accompagnement des collectivités territoriales depuis 10 ans, tant sur le développement de leurs infrastructures que de leurs services éducatifs. Monsieur Pierre Pérez. Oui, et Pierre Pérez, donc je suis secrétaire général de la délégation aux usages de l'Internet, qui est un service qui dépend du ministre chargé du redressement productif et du numérique, et heureusement d'Axel Lemaire, j'imagine, qu'elle restera, je vous le dirai peut-être demain. En tout cas, non, ce soir vers 18h15. 18h, voilà, vous le saurez. Donc la mission de la DUI est d'accompagner le public, le grand public, à l'appropriation raisonnable et protégée des usages permis par le numérique. Et nous avons en charge l'accompagnement, les orientations de développement de ce qu'on appelle les espaces publics numériques et peut-être les lieux de médiation numérique dans les territoires. Voilà. Et enfin, le 7e intervenant, M. Jean-Louis Durper. Donc, je suis Jean-Louis Durper. J'étais jusqu'à il y a quelques jours inspecteur général de l'éducation nationale. Le ministre Benoît Hamon m'a accordé droit à une portion de retraite. J'espère que ça reste valable. Après 44 ans de service, j'ai beaucoup travaillé sur le numérique, et notamment par rapport au sujet qui nous occupe. J'étais le pilote de rapport sur l'école numérique rurale. Depuis, j'ai travaillé sur d'autres entités comme la Corrèze, les Landes, etc. Et j'ai l'honneur de représenter ici Catherine Becchetti-Bizot, la directrice du numérique pour l'éducation. Merci. Bon, voilà les 7 personnes. Donc Michel, tu vas pouvoir animer cela. Pardon, j'ai tout à l'heure rendu hommage à monsieur Sébastien, mais puisque tu es là, tu me permettras de te rendre hommage à monsieur Serge Pilisser, que nous n'avons pas beaucoup vu depuis ce matin. Je suis très heureux que tu sois au premier rang. Il manque dans ce panel, on va dire, la parole des parents. Nous avions invité Laurence Bi, qui est chroniqueuse, qui est journaliste et qui a créé un site qui s'appelle Parents 3.0. Et c'était une parole qui me semblait... Bon, elle s'excuse, elle a eu un gros problème familial. Et elle disait souhaitait effectivement évoquer le fait que le numérique est peut-être ou doit être, disait-elle, une passerelle formidable entre famille et école et qui permet de décloisonner les relations parents-prof et d'amener les parents à s'impliquer davantage dans la scolarité des élèves. En tout cas, c'est son souhait. Voilà, donc je voulais donner cette parole pour elle avant de commencer par Olivier Carmel, donc adjoint au maire de Lomme et qui a développé un projet éducatif global pour sa ville et qui peut-être va nous parler de ce qui peut être cette passerelle entre l'école et tous ces temps éducatifs finalement et quels sont les acteurs de ces temps éducatifs. Et quand tout à l'heure on ne s'est pas réunis pour se mettre tous d'accord, vous avez tous chacun exactement 5 minutes d'intervention pour pouvoir effectivement ensuite, puisqu'il va y avoir après des questions-réponses, 5 minutes chacun. Comme vous êtes nombreux, vous allez tenir cet horaire. Merci. Oui, merci Michel, merci de cette invitation. Alors, en fait, la ville de Lomme, je le disais en introduction, elle est associée à Lille. Et le projet éducatif global, il a été institué par la maire de Lille, Martine Aubry, il y a maintenant quelques années, il y a maintenant presque 8 ans. Et il a pris son essor depuis cette date
en travaillant sur 2 axes principaux qui étaient d'abord la réussite éducative des élèves, mais aussi la réussite scolaire. Donc ça interroge tout le monde, ça interroge évidemment les enseignants, ça interroge les acteurs locaux que nous sommes en tant que évidemment élus, ça interroge beaucoup les parents qui sont fortement associés au projet éducatif, la ville de Lille et la ville de l'Homme et d'Helem, qui est la 3e ville associée. Et au regard, je vais aller assez vite, mais puisque les minutes sont quand même comptées, de l'actualité qui était la nôtre depuis maintenant 2 ans avec Vincent Payon sur la création, la réforme des rythmes scolaires, on a réinterrogé l'école sur évidemment ses pratiques, sur les temps qui devaient être les siens et sur les résultats qui sont aujourd'hui plutôt entre guillemets médiocres. On a mis sur le coup de la réforme à la fois un éclairage certain sur ce qu'on faisait à l'école, mais aussi sur les autres temps qui étaient des temps strictement périscolaires, qui étaient accompagnés par les communes et qui deviennent de plus en plus, en tout cas je l'espère, on le verra à la rentrée évidemment, puisque toutes les communes ont l'obligation de passer à la réforme, des temps périéducatifs. Nous avons souhaité aller plus vite à l'homme, puisque le député maire de l'époque, Yves Durand, m'avait chargé de travailler à titre expérimental sur la réforme, comme Angers, comme Nevers et comme Brest, hein, entre autres, pour anticiper le changement de gouvernement à l'époque et la mise en place d'une réforme des temps scolaires qui soit qualitative. Nous y sommes arrivés sur un groupe scolaire en essayant de qualifier ces temps, mais en regardant d'emblée, non pas simplement le temps qui serait libéré l'après-midi simplement, ou la manière dont on pourrait travailler sur toute la semaine scolaire, mais en regardant le temps éducatif au regard du temps péréducatif qui était dégagé. Et on a travaillé à plein avec les parents, avec les professionnels, avec les associations, avec les élus et évidemment donc, aussi les enfants, sur ces temps et ces parcours éducatifs dans lesquels effectivement on interroge les pratiques des enfants, l'apprentissage des enfants, alors usuel, traditionnel, mais aussi lié au numérique, hein, qui aujourd'hui pose question, beaucoup de questions de la part donc, des parents, donc au niveau des élus, avec des réponses qui sont des fois partielles. Alors, je vous le dis, en tout cas vu de ma petite place lemoise, on a aujourd'hui des interrogations majeures sur la question des financements, par exemple, sur l'équipement de nos salles. On a des besoins qui sont aujourd'hui absolus, on a des usages qui nous remontent et nous avons quand même quelques difficultés à financer donc les équipements numériques, au moins pour les écoles. De toutes les manières, même si nous arriverons, j'espère, à des budgets plus conséquents sur l'île et sur l'Homme pour mobiliser les ressources sur tous les temps, il faudra que les élèves, évidemment, et les enseignants travaillent sur le numérique à l'école. On en discutait en aparté hier. C'est une chose qui va être effectivement peut-être intégrée donc, dans le plan lillois. Les discussions vont commencer dans quelques semaines pour peut-être labelliser un plan numérique dans le projet éducatif global de la ville, qui permettra à la fois, c'était la question qui était posée dans le chapeau en fait, de l'introduction de la table ronde, les temps péri-éducatifs, parce que ces temps libérés, il faut effectivement en faire quelque chose, et c'est bien la notion de complémentarité entre l'école et à un moment donné les territoires et notamment les villes ou les communes plus largement, parce qu'il n'y a pas que des villes évidemment en France, et la manière dont on pourra aussi utiliser tous les équipements informatiques qui sont financés quelque part par la ville, évidemment sur le temps périscolaire, mais aussi sur le temps scolaire. Alors c'est un défi, il n'est pas anodin, il est aujourd'hui en tout cas sur la table, mais au regard de la somme des financements que les villes vont devoir peut-être mettre en œuvre pour aller sur une politique éducative locale qui aujourd'hui avance, mais avance de manière peut-être voilà, un peu lente. Le débat sur le rythme scolaire a permis de peut-être mettre en valeur la nouvelle place que les villes et les communes ont à engager sur le terrain éducatif. Elles ne sont pas simplement que dans l'accompagnement donc, des choses sur la mobilisation de moyens pour équiper donc, les écoles ou pour s'occuper des travaux des écoles, mais elles ont une prétention aujourd'hui, je le dis sans ambiguïté, à s'occuper des actes éducatifs. Ça a d'ailleurs été un objet de polémique à un certain nombre
de syndicats, par exemple, parce que les villes, évidemment, ou les communes regardent de près ce qui se fait à l'école en partenariat étroit, effectivement, avec les enseignants, mais aussi les parents. Très bien. Alors justement, Jean-François, qui est aussi de la région Coche, qui est aussi de la région du Nord, a mis en place un travail sur le périscolaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cela ? Oui, tout à fait. Donc on a, bon, je ne suis pas seul sur ce programme. C'est avec quelques collègues, on a pu mettre en place sur Roubaix, donc la ville juste à côté de Lille, tout un ensemble d'ateliers. Des ateliers qui touchent au numérique au sens large, c'est-à-dire qu'il est sur, il y a des ateliers d'initiation à la programmation. Donc le code, plus particulièrement avec Scratch, qui est une plateforme logicielle d'apprentissage de la programmation pour les enfants, de l'algorithmie, du langage comme processing aussi, mais tout ça c'est vu de manière un peu artistique, c'est-à-dire qu'on travaille sur des interfaces tactiles, on code des petites applications, des petits jeux, des petits récits, des choses de ce type. On a travaillé aussi sur tout ce qui est impression 3D, sur l'électronique, avec des choses comme le toy bending qui consiste à, je vais sortir les gros mots, mais à hacker dans le sens noble du terme, des jouets. Donc on va chercher des nouvelles sonorités, à partir de ça on va créer des petits programmes qui vont exploiter ces sonorités. Voilà, toutes des choses de ce type, hein, dans le cadre du périscolaire. Donc simplement par rapport à ça, je pense qu'il est important de dire dans le cadre de ces ateliers, c'est que je vais enfoncer une porte ouverte, mais le périscolaire justement c'est du périscolaire et c'est ça qui est intéressant parce que on n'est pas dans une relation de professeur à élève, on est dans une relation totalement différente. Ça réhabilite complètement la place de l'expérimentation. On peut se permettre tout et n'importe quoi parce qu'on est dans ce cadre-là. Ça réhabilite la place de l'erreur. L'erreur, ça n'est pas une sanction, ce n'est pas, je pense à mes premières expériences ado de programmation où entre le professeur qui me dit ce n'est pas bien, tu t'es trompé, et l'ordinateur qui me lance le même message, le message sur ordinateur, pour moi c'est juste un défi à relever, et ça s'arrête là, et c'est vécu comme tel par les enfants, donc il y a vraiment un côté intéressant là-dessus. On a une facilité d'expérimentation qui est quasi totale, avec une place qui est assez, on en reparlait hier, qui est assez un peu bizarre par rapport à l'école, parce que on a un peu essuyé les plâtres cette année, vu que c'est la première année de mise en place du périscolaire. Le numérique, c'était tout nouveau, ces ateliers. Je crois qu'on n'est pas nombreux sur la France à faire ces ateliers-là. Et je dirais qu'on squatte un peu la classe, quoi. On squatte l'école, on squatte la classe. On est sur des espaces où on amène du matériel, on n'a pas forcément des espaces totalement dédiés. Et c'est une relation nouvelle qui se fait de manière totalement différente. Alors, quand je dis squatter, c'est pas de manière péjorative, c'est pas le pouce de là que je vais y mettre, mais l'idée vraiment d'apporter une nouvelle relation, un nouvel espace où on espère que bien plus tard, ou même si possible très rapidement, on ait une connexion avec l'école. Parce que très sincèrement, pour moi, apprendre à coder pour apprendre à coder, ça me laisse froid. Très exactement comme apprendre à faire des maths pour apprendre à faire des maths. J'en voyais pas l'intérêt étant gamin. Voilà, si ça a des incidences sur l'intégration scolaire, notamment on l'a vu sur des classes de collège où il y avait, là dans un autre cadre, mais c'était un peu du périscolaire quand même, où il y avait des incidences qui étaient assez intéressantes en positif, d'intégration, de travail, de concentration, relancer la curiosité, avec tout ce qui est do it yourself, hacking, le code, etc. Enfin, mais qu'on ait après une nécessaire connexion avec l'école, hein, qu'il y ait que ce qu'on a vu en Scratch pour coder nos petits récits, qu'on puisse l'utiliser en mathématiques, qu'on puisse l'utiliser en français, en histoire, toutes des choses de ce type, hein. Donc, pour que l'échange soit vraiment qualitatif et pas simplement être les trublions qui viennent l'après-midi faire un petit peu de numérique et puis après ça s'arrête là, quoi. Bon, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Et un dernier point que je retiens de cette année, c'est la place des filles dans le code, dans la technologie, qui est assez hallucinante. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce territoire qui était soi-disant réservé aux garçons, en fait, elles s'en emparent complètement. Et on a vraiment des forcenés du code qui n'avaient pas confiance en elles, me disaient
ça va être difficile et je n'y arriverai pas, et qui se retrouve en fait à la tête de plusieurs projets. Tu es en train de dire que les jeunes filles et tout ne seront pas plus tard que des secrétaires, si j'ai bien compris. Tout à fait, j'espère bien. Elles seront même plus nombreuses aux tables rondes du Rurality, vous allez voir. Ouais. Ce qui me semble intéressant dans cette démarche, c'est aussi une idée, c'est la complémentarité. Parce que c'est vrai que les enseignants disent attention, pédagogie, le périscolaire va prendre finalement notre place en pédagogie. Non, pas du tout. Et c'est bien montrer comment il y a une spécificité dans la classe, une spécificité dans les ateliers périscolaires, comment il y a une perméabilité, comment l'enseignant qui vient voir ce qui se passe dans la classe, dans le périscolaire, dit mais ça m'intéresse aussi pour la classe et en a une autre exploitation. Et c'est comment cette complémentarité peut être mise en œuvre. Et ça me semble très intéressant à creuser. Alors une autre expérience qui nous vient du Sud-Charente, Nicolas Vauzel, président d'un espace numérique. Oui, parce que le Nord c'est bien, mais ça existe aussi dans le Sud. Donc le Sud-Charente, rapidement, la zone d'intervention, c'est un secteur très rural qui est composé de 95 communes, 35 000 habitants. C'est une zone qui est classée comme désertique, moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure a été créée au départ par une demande sociétale, par une demande des parents dans un collège, parce que en fait c'était un collège numérique, le collège de Montmoreau était très numérique, avait mené des actions, et à partir de là il y a une demande des parents. Et en fait ça a sauté une génération, c'est les grands-parents qui ont pris cette démarche en place. Et ensuite, très rapidement, l'idée, ça a été de fédérer des actions globales sur le territoire, parce qu'il y avait des demandes énormes. Se dire, est-ce qu'on va créer plusieurs lieux où aller vers les communes avec le matériel, apporter tout ce qu'il fallait, et donc de mutualiser aussi les expériences. Ce qu'on a fait en fait en 2010 avec la mise en place d'un bus, au départ complètement autonome avec une connexion satellitaire, qui a permis ensuite à ce que les communes s'équipent quand ça a bien fonctionné. Et maintenant, on intervient presque exclusivement dans les salles des fêtes, dans les salles communales, même dans les mairies directement. Le bus nous sert de communication, on va dire, un petit peu comme lieu secondaire dans les chantiers d'insertion, parce qu'on intervient directement aussi dans les chantiers d'insertion, mais on est vraiment de plus en plus ancré dans la commune. Donc ça a permis aussi l'équipement. Et là, on est bien dans les usages ont amené l'équipement. En tout cas, moi, dans mon expérience. Donc par rapport aux écoles, on n'intervient pas encore au niveau de la réforme des rythmes scolaires. On intervient cependant dans les écoles déjà depuis la création, sachant qu'on est labellisé avec l'éducation nationale, avec l'inspection académique. Donc on intervenait pendant les temps scolaires, on intervenait sur des projets générationnels, sur des projets sur le patrimoine très spécifiques. Et en fait, l'idée, ça a été d'étendre ces actions-là au moment de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et donc l'objectif, il y a 3 salariés qui travaillent dans la structure. Sur les 3 salariés, il y en a 2 qui vont intervenir sur les temps périscolaires sur une période très, très longue. C'est-à-dire qu'on a contractualisé avec les 2 communautés de communes qui correspondent au pays Sud-Charente sur 2 ans, un plan pluriannuel, avec une répartition dans chacune des écoles sur une période de 7 semaines. On reste sur une période entre deux vacances. Donc avec une intervention à peu près de 8 heures par semaine par communauté de communes. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre des activités numériques où les jeunes deviennent acteurs de leur territoire, deviennent en fait les messagers de ce qui s'y passe, provoquent des interviews. Donc on est sur la partie surtout numérique vidéo, avec l'idée de mettre en place une web TV. Donc là, c'est un projet qu'on a déposé au niveau du FEJ, du Fonds Expérimentation Jeunesse. J'attends la réponse pour fin septembre. Cependant, on le déclenchera quand même. Et l'idée, c'est que, en fait, il n'y a pas de clivage entre l'école et ce que l'on fait, c'est du périscolaire, donc c'est différent. Cependant, on utilise bien les connaissances scolaires pour faire de la vidéo, pour diffuser des infos sur un blog, pour créer un storyboard, etc. On est bien obligé d'utiliser, un jeune est bien obligé d'utiliser tout ce qu'il a acquis au niveau scolaire. Et aussi des compétences du B2I. On remet aussi le B2I école en place. Parallèlement à cette action, le matériel, c'est nous qui l'amenons. Et l'objectif, c'est que les écoles s'équipent au fur et à mesure. Donc on propose, alors c'est vrai qu'on est bien équipé, on propose la possibilité aux écoles d'avoir une valise de matériel prêtée avant investissement de la commune, où il y a un retour par le conseiller pédagogique départemental, c'est-à-dire du secteur. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui des fois sont frileuses sur un investissement en disant quels usages il va y avoir. Nous on apporte le matériel pour tester les usages avant investissement. Donc ça c'est un autre volet.
Et pour nous, pour notre structure associative, pour l'espace public, c'est important parce qu'en fait, ça nous positionne sur le territoire. On nous voyait comme étant un lieu surtout d'animation pour les seniors, ce qui n'est pas vu, enfin, ce qui est important et ce qui reste quand même notre mission première, l'une des missions premières, et on nous met de plus en plus comme espace de médiation numérique. Et donc il y a un changement de paradigme par rapport à ça. On va dans la mobilité jusque dans les maisons de retraite. On intervient dans les maisons de retraite, on intervient aussi, je vous disais, dans les chantiers d'insertion, on intervient sur le décrochage scolaire. On a un projet l'année prochaine sur les élèves décrocheurs de collège, où on va les amener à travers le numérique à découvrir toutes les compétences qu'ils ont en eux pour les motiver. Donc on voit que le numérique peut apporter d'énormes choses, apporter du partenariat, et nous surtout, ça permet de contractualiser des finances, des collectivités qui, jusqu'à l'année dernière, nous finançaient sur notre action globale, et les élus, à juste titre ou non, nous ont dit c'est fini, on veut vous financer au coût à l'heure. Donc le coût à l'heure, c'est les TAP, c'est-à-dire qu'on est financé sur nos actions, sur ces actions-là, qui permettent de poursuivre toutes les autres. Grâce à ça, on peut poursuivre les autres actions. On a bien sûr ensuite des fonds du Conseil général, etc., qui permettent de les mener. Mais nous, en tout cas, ça nous permet moi, ça me permet, en tout cas pour ma structure, de voir au moins à moyen terme. Donc voilà. Ouais. Très bien. Juste un mot, vous ne répondez pas, hein, mais j'observe qu'on était parti au départ sur l'école, et vous occupez même ensuite des gens hors de l'école, vous occupez des gens en difficulté, vous occupez des gens plus anciens, vous occupez dans les maisons de retraite, c'est tout. On en parlera tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir comment on fonce sur un territoire, précisément à partir d'un projet au départ, on va dire l'école. L'air de rien, c'est l'ensemble, effectivement, de la sociétale, si j'ose dire, dans toutes ses dimensions. Et ce qui me semble fort intéressant aussi, c'est on voit par cet exemple comment les savoirs finalement scolaires sont utilisés aussi hors de l'école, donc renforcés, puisqu'utilisés dans d'autres contextes, et quelquefois déclenchés. Et on voit bien là, quand même, la richesse au niveau des apprentissages, on voit bien qu'il y a du plus. Et ça me semble important aussi. Alors, les trois premiers, on a vu que c'était entre guillemets sur le terrain. Nous sommes en train de prendre un niveau supplémentaire avec la région. Puis avant les trois autres qui sont plus institutionnels, Madame la Présidente. Tout à fait. On voit bien la place des collectivités et comment c'est important ce travail étroit et cette médiation et ce soutien des collectivités. Et on va voir par exemple avec la région comment on peut soutenir ou initier des projets. Tout à fait. Ce dont je vais vous parler, c'est comment l'Auvergne a mené une réflexion pour favoriser le développement de la e-éducation au sens large, hein, quel que soit l'échelon auquel on fait référence. J'ai choisi l'exemple de l'environnement numérique de travail parce que je pense qu'il est assez évocateur. À travers cet exemple, on touche aussi bien aux problématiques de formation des enseignants, aux problématiques de création d'un socle technique fiable, à la nécessité d'adapter la pédagogie au numérique. Donc il me semble que c'est un exemple assez représentatif qui montre bien comment finalement on bouscule les pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que de façon traditionnelle, on a un enseignement dans une unité de lieu, de temps, et à travers l'espace numérique de travail, c'est la possibilité d'accéder aux ressources où que l'on soit, de créer une continuité temporelle scolaire et périscolaire, et aussi de créer une autonomie et une individualisation des élèves, tout en ayant plus de flexibilité de temps et d'espace. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire quel est le principe de l'ENT, reste évidemment à le déployer et à développer les usages de l'ENT. En Auvergne, nous avons opté vraiment pour une démarche partenariale dès la mise en œuvre de l'environnement numérique de travail. Donc, il faut savoir que dès 2009, l'ensemble des établissements du second degré étaient dotés d'un ENT. Et désormais, nous souhaitons faire en sorte que le premier degré puisse également vraiment disposer de services équivalents et dans l'état d'esprit d'une continuité de fonctionnalités et si possible de solutions, puisque bien entendu pour les usagers, pour les élèves, pour les parents, il est d'autant plus facile ensuite d'y développer des usages lorsque l'on a cette continuité de solutions. Donc nous venons d'acquérir, donc sous le pilotage du rectorat et en partenariat région et département,
une nouvelle solution que nous déployons à la rentrée dans les établissements. Et un certain nombre d'écoles primaires vont pouvoir expérimenter à court terme cette solution, donc dans cette logique de continuité. De façon plus générale, l'éducation, c'est vraiment un enjeu qui fait consensus au sein des acteurs locaux, mais de façon très opérationnelle, il faut savoir comment pouvoir les accompagner. Donc pour la région, et là je parle plus cette fois-ci au titre du conseil régional, nous avons souhaité mettre en place des critères d'éligibilité relatifs au numérique dans le cadre de notre contractualisation territoriale. C'est-à-dire que nous demandons à l'ensemble des EPCI d'un pays, le pays étant signataire du contrat et bénéficiant donc de moyens financiers alloués par la région, de mettre en place, donc à l'échelle de chaque EPCI, un projet relatif à l'e-éducation. Donc ça, c'est un premier effet levier. Et naturellement, en face de cette obligation que nous imposons aux EPCI dans le cadre de la contractualisation, nous mettons bien entendu des moyens financiers, donc notamment à travers des fonds européens, la région étant autorité de gestion. Sur la mesure usage numérique, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des fonds qui ont été fléchés sur l'e-éducation. Et puis, dernier élément que je souhaitais évoquer, c'est celle qui concerne le transfert de maintenance informatique qui était jusque-là géré par les autorités académiques et qui va nécessairement faire que tous les élus vont aussi, par ce biais-là, se sentir concernés par l'e-éducation. Et c'est un problème crucial, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses restent à optimiser du point de vue technique pour créer ce fameux socle fiabilisé que j'évoquais au début de mon intervention. Et en Auvergne, nous avons donc souhaité mettre en place une étude visant à définir les meilleures pratiques qui permettront de favoriser le développement de l'e-éducation. Donc c'est une étude qui est cofinancée par les collectivités, régions et départements sous le pilotage du rectorat, mais qui bénéficiera aussi naturellement au premier degré à travers la mise en place de solutions. Je pense notamment à la virtualisation des postes informatiques, au cloud éducatif, des solutions qui vont permettre finalement aux acteurs, quels qu'ils soient, y compris les plus petits, de pouvoir proposer des solutions de qualité pour l'ensemble des élèves. Résultat prévu vers quelle période? Alors, c'est une étude que nous venons de lancer pour une durée d'1 an. Et donc, en parallèle, nous allons d'ores et déjà mettre en place des établissements pilotes 100% numériques. Très bien. Alors, pour tout ceci, me direz-vous, il faut un petit peu d'aide et de l'argent aussi. Peut-être Sylvie Leloup, qui est chef de projet à la Caisse des dépôts, peut nous dire comment elle accompagne effectivement aussi la mise en place de tels projets. Merci pour une telle introduction. Je risque d'être déceptive. Nous n'apportons pas d'argent pour acheter des équipements numériques éducatifs. Je préfère vous le dire. On est plutôt sur de l'accompagnement en ingénierie sur les sujets de développement numérique éducatif. Au titre de notre mission d'intérêt général, hein, la Caisse des dépôts accompagne en fait les collectivités territoriales tant sur le développement des infrastructures, vous l'avez vu il n'y a pas moins d'1 heure avec la signature de la convention sur le déploiement du très haut débit en Auvergne, mais aussi sur le développement des services et des usages pour les citoyens et pour le développement économique des territoires. Alors, sur le sujet à proprement parler de l'éducation et de la culture numérique, en 5 minutes, je vais essayer de rapidement vous dire les 3 sujets sur lesquels on intervient. D'abord, on accompagne les collectivités territoriales sur le développement des infrastructures qui sont nécessaires pour porter ces services, des infrastructures externes comme les grandes infrastructures qui amènent le débit dans les établissements scolaires, mais aussi des infrastructures structurantes à l'intérieur des établissements scolaires que sont les espaces numériques de travail. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet du déploiement des espaces numériques de travail. On a principalement, jusqu'à aujourd'hui, développé ces espaces numériques de travail dans le second degré. Et aujourd'hui, quasiment toutes les régions de France sont parties sur un projet d'espace numérique de travail pour leurs établissements scolaires. Les 3/4 des départements et quelques communes commencent à développer effectivement aussi des espaces numériques de travail dans le premier degré. Marlène Lestevel, vous avez déjà parlé effectivement de ces espaces numériques de travail qui étendent le temps de l'école, hein, le temps hebdomadaire de l'école. Depuis 10 ans, on mesure
grâce à un outil de la Caisse, l'audience de ces espaces numériques de travail. J'ai un certain nombre de publications que je pourrais remettre à ceux que ça intéresse, puisque je pensais bien que je n'aurais que 5 minutes pour parler, qui vous expliquent par des tas de graphiques qui sont les usagers de ces espaces numériques de travail. Et vous verrez que les parents y sont de plus en plus dans les établissements qu'on considère comme actifs. Il y a quasiment 50% des parents qui fréquentent l'espace numérique de travail entre une fois par mois et plusieurs fois par semaine. Donc on a dit à une époque l'espace numérique de travail c'est un outil qui est réservé aux usagers de l'école. Non, il dépasse les murs de l'école puisque les parents ne sont pas dans l'école et pourtant ils fréquentent de plus en plus l'espace scolaire de leurs enfants via l'espace numérique de travail. Il étend aussi le temps de l'école, le temps hebdomadaire de l'école, c'est-à-dire qu'on voit à travers notre dispositif de mesure d'audience qu'il y a des pics de fréquentation après 19h par exemple. Et il étend même le temps annuel de l'école puisqu'on voit que pendant les week-ends, la fréquentation de l'espace numérique de travail représente quand même 50% de la fréquentation du reste de la semaine. C'est-à-dire qu'un samedi, 50% de la fréquentation de l'ENT, enfin, il y a la moitié du nombre de visites qu'il peut y avoir un lundi. Donc on sait que les usagers de l'espace numérique de travail fréquentent aussi leur espace scolaire sur des temps qui n'étaient pas des temps de l'école et hors les murs puisque cette fréquentation elle a lieu chez eux. Donc on a travaillé pendant très longtemps sur le second degré et on va s'attaquer à partir de cette année dans le cadre d'une convention qui a été signée avec le ministère de l'Éducation nationale maintenant sur le premier degré. On accompagne aussi le schéma dont parlait Marlène Lesteval, Sconetta, qui donc là est une stratégie en fait de cohérence du déploiement du numérique pour les collèges et les lycées, mais aussi qui devrait bénéficier aux écoles. Ça fait partie de ces études qui nous semblent suffisamment stratégiques en fait pour qu'on les accompagne. D'abord parce qu'elles sont innovantes et que ça nous semble intéressant d'être associés à ces innovations, et aussi pour pouvoir en faire bénéficier d'autres territoires. À ce sujet, on a une plateforme comme vous avez Educavox, comme vous avez parlé aussi du site Parents 3.0. La Caisse des dépôts a aussi un site qui s'appelle projet avec un s-ent.com sur lequel on retrouve un certain nombre de pratiques innovantes des collectivités territoriales qui se sont investies dans les espaces numériques de travail et qui montrent que l'espace numérique de travail, c'est le temps de l'école, mais ça permet aussi de réserver en Savoie des équipements de plein air ou des équipements de ski pour les élèves sur le temps scolaire, mais aussi en dehors du temps scolaire, ou en Midi-Pyrénées, de permettre à des maîtres d'apprentissage de parler avec leurs élèves lycéens en dehors du lycée. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de vidéos qui devraient vous convaincre que c'est une infrastructure qui permet des usages protégés et raisonnables, comme vous le disiez, sur le temps de l'école, mais aussi en dehors du temps de l'école. Le deuxième sujet sur lequel on intervient, c'est le développement des usages dans les espaces publics numériques. Donc là, on est en dehors du champ scolaire. Pendant 10 ans, on a développé une méthode et on a contribué à largement structurer ces réseaux d'espaces publics numériques des collectivités territoriales auprès de la DUI, mais je vous laisserai peut-être parler plus longuement de ce sujet. On est assez attentif aux passerelles qu'il peut y avoir entre les ENT qui sont sur le temps scolaire et les espaces publics numériques qui sont hors du temps scolaire. À ce sujet, on a accompagné une initiative intéressante de la région Midi-Pyrénées qui a favorisé un certain nombre de formations pour les parents dans les espaces publics numériques pour leur permettre d'utiliser au mieux les espaces numériques de travail. Je pense que la technologie en fait permet, on l'a vu avec l'ENT, d'ouvrir l'école sur ce temps hors scolaire et de permettre aux usagers hors de l'école de voir les contenus qui sont produits sur le temps scolaire et d'en bénéficier. Ce qui reste, je pense, à interroger, enfin je ne sais pas si c'est l'objet de cette table ronde, c'est quelles sont les passerelles justement qui peuvent se faire entre ces temps, quelle est la gouvernance en fait qui peut permettre de voir comment la technologie qui, elle, peut permettre de partager des contenus, des formations, de mutualiser un certain nombre de ressources, quelle gouvernance il faut mettre en place pour que ce partage bénéficie aux usagers sur le temps de l'école comme en dehors du temps de l'école. Et notre troisième action, c'est la promotion de l'éducation numérique
au-delà de ce qu'on fait avec le ministère de l'Éducation nationale, au-delà de ce qui est fait dans les espaces publics numériques. Par exemple, la Caisse des dépôts s'est associée au collectif Éducation numérique, qui s'était organisé pour que l'éducation numérique soit reconnue comme une grande cause nationale. Et ça n'a pas été retenu. Oui, voilà. Donc malheureusement, le label n'a pas été obtenu, mais le collectif existe toujours. Je confirme, absolument. Et avec l'ANAE et la CNIL, la Caisse des dépôts finance ce collectif et une série d'événements, la création d'une plateforme de contenu est prévue. C'est aussi une manière pour nous de nous associer à ces questions d'éducation numérique. Merci. Alors il est clair que la question de l'ENT, bon, elle a plus de 10 ans. Et c'est vrai que c'est une lente progression, on va dire, mais qui est due forcément aussi aux équipements. Et on voit bien là aussi comment ça fonctionne dans ce fameux écosystème, hein, que s'il n'y a pas du très haut débit, et s'il n'y a pas des équipements dans les maisons, il est clair que les élèves ne peuvent pas se connecter à l'ENT. Donc c'est un lent déploiement, mais qui correspond aussi au long déploiement des connexions dans nos territoires. Et on voit bien que tout ceci est excessivement lié. Alors maintenant, effectivement, la question se pose des contenus au niveau des ENT, de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire c'est les échanges, comment on va effectivement échanger des pratiques, comment on va mettre en commun des ressources, etc., mettre en place des expériences innovantes. Voilà, bien sûr, ça continue. Alors, monsieur Pierre Pérez, qui est secrétaire général de la délégation d'usage Internet, alors les espaces publics numériques aussi ont participé à la mise en place, chez les jeunes notamment, de pratiques. Comment la délégation des usages Internet a accompagné tous ces mouvements, toute cette formation, et quelles sont les évolutions possibles? En fait, la délégation aux usages de l'Internet s'est d'autant plus préoccupée du déploiement des espaces publics numériques qu'elle est née au sein de l'éducation nationale et que, à cette époque-là, se lançaient les espaces numériques de travail, ce qu'on appelait les ENT. La délégation est née au sein de la sous-direction des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation nationale. Nous étions en charge de l'introduction et de la généralisation du numérique pour l'éducation nationale. Effectivement, on s'est rendu compte que dans les équipes éducatives, il y a aussi les parents. Lesquels parents n'étaient pas nécessairement équipés, n'avaient pas forcément accès à l'Internet. Et dans un souci d'équilibre et d'égalité qu'on doit à l'éducation de son enfant, eh bien, on s'est préoccupé d'essayer de regarder en dehors de l'éducation nationale pour accompagner le grand public, donc les familles, à accéder le plus aisément et le plus tranquillement au numérique. Et de ce fait, premier axe de préoccupation, c'est de s'assurer du déploiement du réseau des espaces publics numériques. Alors, un espace public numérique, c'est un lieu équipé d'ordinateurs avec un personnel d'accueil qualifié et qui va assurer un accompagnement au service, aux usages de base, dans un esprit... on a parlé d'un esprit de lutte contre la fracture numérique, disait-on autrefois. On dit aujourd'hui davantage de recherche de l'inclusion, c'est-à-dire que équipé, mais que cet équipement serve à l'insertion et l'intégration des personnes. Et en réalité, peut-être même contrairement à ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, la démarche est encore longue à faire. Il y a beaucoup d'inégalités d'accès aux droits. Et que permet le numérique, en particulier je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes en difficulté économique. Donc là, indépendamment du déploiement des usages innovants pour tout le monde, il faut d'abord se préoccuper des populations fragilisées, et il y en a encore beaucoup. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons d'être des espaces publics numériques. Mais un espace public numérique n'est pas spécialisé, c'est-à-dire qu'il peut recevoir toutes sortes de populations dans le cadre d'activités tout à fait diverses. Donc aujourd'hui, il y a 7000 espaces publics numériques. Nous, à la délégation, nous avons un annuaire, nous en recensons 5000. Et nous en avons labellisé, sous le label Net Public, 2500. Alors, un label Net Public, c'est une démarche un peu lourde. C'est probablement la structure porteuse, mais sur demande conjointe avec la collectivité territoriale et une signature conjointe de la délégation usage Internet. À partir de cela, un lieu se voit reconnaître le label Net Public. Mais le label Net Public, c'est avant tout des garanties d'accompagnement
personnalisés et particulièrement qualifiés. Ce sont des gens qui ont été formés expressément à cela. Et par ailleurs, nous finançons des formations de médiateurs numériques. Voilà où nous en étions. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a de toutes sortes d'activités qui naissent de manière tout à fait spontanée, c'est-à-dire qu'effectivement, l'individu s'approprie ce numérique et en font des utilisations tout à fait intéressantes. Du point de vue de l'éducation, un espace public numérique, c'est peut-être un lieu où se rencontrent des familles, des parents, des médecins, des ergothérapeutes et discutent sur le problème du handicap, en particulier le handicap à l'école. C'est-à-dire que tous ces gens qui doivent communiquer autour de l'enfant n'ont pas forcément un lieu de rencontre où ils peuvent discuter. C'est aussi un lieu où effectivement il y a des accompagnements pour soutenir des enfants qui sont en difficulté scolaire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le numérique, c'est aussi des lieux où on approfondit des matières en travaillant avec les outils du numérique pour accentuer l'accès à l'information. Donc les perspectives, les perspectives sont apparues de manière très très évidente dans ce qu'on a lu le rapport du Conseil national sur le numérique relatif à l'inclusion ou aux citoyens dans la société de l'information, qui précise qu'il y a une multitude d'innovations sociales qui, rencontrant le numérique, sont en capacité de générer un développement local économique des territoires et qu'il faudrait, et ça a été dit ce matin, encourager ces déploiements. Et donc nous avons essayé d'interpréter ce que voulait dire le CNN en considérant que nous devions travailler au maillage plus serré des territoires et faire en sorte de multiplier les lieux de médiation numérique. Alors nous avons appelé ça des lieux de médiation numérique. Ce sont des lieux où effectivement un individu rencontre un collectif pour les former à une appropriation, mais il faut également que ce collectif soit en capacité de reproduire l'enseignement qu'il a reçu. Donc cette médiation numérique qui se traduit par de tout autre nouveaux lieux, ce n'est pas uniquement les espaces publics numériques, ce sont les ateliers de fabrication numérique, ce sont les lieux de coworking, ce sont des missions de service public, enfin, il y a une multitude de lieux, y compris des industriels. Orange organise des formations à l'inclusion, ERDF organise des formations pour les personnes éloignées du numérique dans une perspective de déployer bientôt les compteurs intelligents parce qu'il y a un enjeu de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire qu'effectivement pour comprendre l'utilisation du prochain compteur Linky, il faut être en mesure de comprendre le site internet Watt et Moi qui va vous donner des informations de contrôle de votre électricité. Enfin bon, il y a toute une multiplicité de lieux effervescents où le public innove et invente des tas d'activités qui sont structurantes pour les territoires. Et donc, dans la continuité de ce rapport, Madame la ministre Axelle Lemaire a considéré qu'il fallait lancer une consultation nationale dans une perspective de réunir l'ensemble de ces lieux sous un label fédérateur, beaucoup plus souple à obtenir que le label Net Public, et qui permettrait à la fois de mailler le territoire de manière plus serrée, de les valoriser encore davantage, et peut-être de travailler à l'idée que les services publics qui quittaient les territoires puissent y revenir grâce au numérique. Vous voyez l'esprit de cette réflexion, de telle manière également que tous ces lieux-là soient en synergie et qu'avec des économies d'échelle, ils puissent encore être beaucoup plus performants. Par ailleurs, il y a actuellement une mission parlementaire sur l'évolution du service universel des télécommunications électroniques qui vise principalement ce qu'on appelle la publiphonie, autrement dit les cabines téléphoniques qui n'auraient peut-être plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et il peut y avoir il y a une réflexion qui est menée pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas faire évoluer les fonds qui sont adressés au maintien de ces cabines téléphoniques vers une évolution de ce qu'est aujourd'hui la communication électronique utile, qui serait les usages du numérique. Voilà, écoutez, je répondrai à vos questions au fur et à mesure qu'elles viendront. Juste avant de donner la parole à Durper, dans ma région, du côté d'Aquitaine, il faut savoir qu'il y a des arrachages actuels, en fait non pas de CEP, mais des arrachages de cabines téléphoniques. Pour réagir à ta remarque, il faut quand même savoir que là, actuellement, dans toute une série de communes, la mécanique de suppression, elle est vraiment engagée. Puis deuxième point,
c'est parce que tu as fait allusion, tu as prononcé plusieurs fois la notion de la médiation numérique. Je ne fais pas de la pub, mais ça y ressemble. Le 16 et le 17 octobre qui viennent, en Gironde, pardon, il y a, donc c'est national, les assises nationales de la médiation numérique. Bon, je manque à tous mes devoirs. Donc effectivement, la restitution de cette consultation nationale qui vise à définir les critères de ce nouveau label, ainsi que les outils associés au fonctionnement de ce label, la restitution se fera au deuxième assise de la médiation numérique à Bordeaux le 16 et 17 octobre. En effet. Rassure-toi, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'animer. De la même façon, il y aura une restitution, il y aura le rendu du rapport parlementaire sur le service universel des télécommunications électroniques. Et on va essayer que ces deux restitutions se rencontrent avantageusement. Voilà. Alors parmi les outils associés au label, on souhaite instaurer un dispositif d'accord de coopération avec les industriels, de façon à ce qu'ils interviennent de manière plus efficace aux côtés de l'État pour développer la médiation numérique. On souhaite mettre en place un fonds financier de solidarité numérique réunissant des partenariats publics, privés et population. C'est-à-dire qu'on souhaite aussi faire jouer les dispositifs de crowdfunding pour que des financements puissent être assurés en direction du déploiement de cette médiation numérique, et également qu'on puisse lancer des appels à projets thématiques pour aider au développement de ces lieux de médiation numérique. Et je pense que l'enjeu est assez important pour qu'on envisage une réflexion sur l'instauration d'un véritable service public de la médiation numérique. Voilà. Effectivement, moi ce que je note, c'est qu'il y a des réflexions et des innovations à tous les étages, si j'ose dire. Que ça soit des innovations dans les classes, bien entendu, dans des établissements scolaires, dans des collectivités, dans des EPN. Enfin, je crois que partout on s'est emparé de cette question et qu'il y a des innovations qui pointent. En revanche, les innovations, elles ne valent pas. Enfin, elles valent bien sûr, mais elles ne valent pas suffisamment à mes yeux si ça n'entre pas dans des systèmes innovants. Le système innovant, pour moi, c'est celui qui mutualise les actions, les ressources, qui échangent, permet les échanges au niveau de tous les acteurs, qui permet des échanges de formation entre pairs, qui permet finalement une gouvernance différente et qui intègre bien les usages, des systèmes aussi plus pérennes, qu'on peut évaluer et qui soient des systèmes évolutifs. Alors, je vais m'adresser à l'éducation nationale, là, en l'occurrence à Jean-François, Monsieur Durper, Jean-Louis, pardon, pas Jean-François, pour nous donner un petit peu l'avis par rapport au service éducatif de l'éducation nationale qui se met en place et comment on peut accompagner toutes ces actions et les fédérer. Merci Michel, j'ai failli t'appeler Martine. Merci Michel, merci à l'ANAE et puis merci à Revalitique de cette invitation donc, de l'éducation et aussi pour l'action que vous menez en permanence. 3 points. J'ai envie de commencer d'abord par une recommandation, si je peux me permettre, en écho à ce que disait le président Le Breton ce matin. Il disait, il ne suffit pas de faire des beaux rapports, beaux ou pas beaux, il ne suffit pas de faire des rapports, il faut les faire vivre ensuite. Alors après 12 ans à l'inspection générale, je suis témoin que c'est absolument vrai. Et si j'avais qu'une recommandation à reprendre de tous les rapports qu'on peut faire sur ce sujet du numérique, ça serait de dire, quand on fait des projets, quand on veut développer du numérique, il faut que ce soit des projets vraiment concertés. Je dis des choses très banales, mais je voyais encore, il y a peu de jours, des projets très empreints de bonne volonté de la part d'une collectivité territoriale que je ne vais pas citer, c'était pas une commune, dans lequel les acteurs majeurs de l'éducation nationale n'étaient pas du tout concernés. Alors ça, on peut être sûr, on l'a écrit 20 000 fois, que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, je crois au contraire, dans ce que j'entends dans la salle, qu'effectivement, le principe de la concertation des acteurs, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser, c'est-à-dire les enfants, les élèves, les professeurs, les parents, ça c'est très important. En 2011, le président du Conseil général de la Corrèze a demandé un rapport sur l'action qu'il menait. Il s'était inscrit dans son programme, quand il s'est fait élire président du Conseil général, de mettre du numérique, et à l'époque des ordinateurs, partout. 3 ans, 4 ans après, il se demandait pourquoi ça ne marche pas. Il a interrogé le ministre qui s'est tourné vers l'inspection générale. Et donc on a étudié en détail pourquoi ça marchait pas si bien. Vous lirez le rapport Ordi Collège. Donc il faut au départ
Parce que ça avait été un petit peu brutal dans l'annonce, un peu trop rapide. Pourquoi les profs, ils n'en voulaient pas de ces ordinateurs? Ils ne marchaient pas. Pourquoi après les tablettes ne marchaient pas mieux, etc. etc. C'est compliqué. Ça, c'est un premier point, donc une recommandation basique. Travaillons en concertation. Deuxième point, alors je suis, comme je disais tout à l'heure, je représente ici Catherine Becchetti-Bizot, donc se dire qu'aujourd'hui, au niveau donc, par l'institutionnel, on est attelé à un projet numérique ambitieux. La loi, il n'y a pas des lois tous les jours sur le système éducatif, il y en a quelques-unes structurantes. La loi qu'a voulu le ministre Vincent Payon, donc, est une loi qui est très empreinte de numérique. C'est une loi dans laquelle le numérique a une place importante, avec la création d'un service du numérique au niveau national. Ce service se met en place, la direction du numérique pour l'éducation a été créée, et des premières actions assez fortes sont mises en place. Je vais en citer deux. Pour le primaire, la formation des maîtres par le dispositif Magister, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Alors là aussi, nous-mêmes d'ailleurs on ne les a pas tellement consultés, reconnaissons, mais ça marche. Moi je suis allé voir comment ça fonctionnait, et effectivement ça commence bien. C'est-à-dire que c'est dans les 18 heures de formation annuelle qu'ils ont, 9 heures sont effectivement hors d'un regroupement in situ, c'est-à-dire à distance avec des compléments. C'est quelque chose qui est très important, être novateur. Ça a touché l'année 150 000 enseignants du premier degré, ça va se développer. Deuxième chose absolument fondamentale, la question des ressources. Le réseau Canopé, qui s'appelait autrefois CNDP, CRDP, CDDP, est très mobilisé pour la fourniture de ressources. Et si vous n'avez pas regardé, par exemple, ce que sont les fondamentaux, c'est le titre d'une série, il y en a 100 qui ont été mis en ligne, et c'est fait pour faire de la communication entre les parents, les élèves et les maîtres. On est tout à fait dans une dimension de l'école qui est une relation, une éducation vraiment dans laquelle le maître est attentif aux élèves, etc. Ça porte sur le français, les mathématiques pour l'instant. Vous regarderez ces séries. Il y a bien d'autres éléments que je ne vais pas développer. On aurait pu parler effectivement des écoles connectées en relation avec le très haut débit, de la classe connectée qui est un projet qui va se mettre en place, etc. Mon dernier point est une réflexion beaucoup plus large. Et là, c'est un propos beaucoup plus libre. Dans le système éducatif, et peut-être ailleurs, mais en tout cas dans le système éducatif, on est trop focalisé sur la notion de rentrée scolaire. C'est comme si on vivait année par année. Moi, je trouve que l'administration est bien trop mobilisée chaque année sur la préparation de l'année d'après. Si vous regardez sur un temps un peu plus long, par exemple un demi-siècle, vous regarderez que beaucoup de choses ont changé, fondamentales. L'école primaire, il y a un demi-siècle, je ne suis pas parti pour un discours de 2 heures, je vais faire très court. Elle avait sa finalité en elle-même, et se terminait par le certificat d'études qui était censé donner des compétences pour la vie, pour une partie de la population, en tout cas pour d'autres, on allait plus loin. Première différence. L'école, il y a 50 ans, c'était l'école primaire, c'est 30 heures de classe avec un maître, et prolongé souvent par des études du soir avec le même maître. Études du soir d'ailleurs, maître qui souvent était secrétaire de mairie, etc. Bon, donc voilà la relation là. Aujourd'hui, c'est plus que 24 heures. Maintenant, vous avez une interrogation sur les contenus de l'école. On vient de parler du code, mais en 1985, quand le ministre Chevènement, il a fait des nouveaux programmes qui voulaient plus simples, plus clairs, lisibles par les parents, c'était publié en livre de poche, il y avait le code, il y avait le langage logo, il fallait l'enseigner, il y avait l'algorithmique, tout ça était déjà dans le programme. Et Informatique pour tous, en 1985, était passé par là. Donc, je ne suis pas un ancien combattant, je dis que simplement qu'on l'a fait. Moi, je l'ai enseigné, je l'ai fait, bon voilà, et puis ça s'est fait. Bon. Donc on peut revenir aujourd'hui à Scratch, hein, et je connais, je vois bien ce qu'on peut faire. Tout dépend comment c'est fait. Hein. J'ai vu du logo très bien fait, etc. Et Scratch est le MIT comme l'était le logo. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en 30 ans, nous avons connu 8 changements de programme. Ce n'est pas une calamité. Ça veut dire que le système ne sait pas trop bien définir ce que maintenant on appelle depuis 2005 le socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans la nouvelle loi. On a du mal à définir la finalité précise pour nos enfants à la fin de la scolarité obligatoire. Je rappelle que la scolarité obligatoire, c'est 16 ans depuis 1959. Avant, c'était plus jeune. Donc, oui, on a une grande difficulté. En 50 ans, on a introduit une langue dès le CP, généralement l'anglais. On a introduit maintenant l'informatique, les TIS. On a introduit le sport, qui n'était pas compté dans le temps. Et on a rabougri le temps. Alors, raison de plus pour ne plus penser
simplement en termes d'école. Ivan Illich, en 1971, a écrit un livre qu'on n'a pas assez, on a pris un petit peu pour un délire. C'était Une société sans école. Relisez ce livre de 1971. Il définit une société sans école avec les réseaux. C'était avant Internet, bien avant Internet. Et il définit les contenus. Alors évidemment, alors là je vais citer, presque faire de l'autocitation, parce que je n'ai pas le temps. Vous lirez peut-être La fin de l'école, un livre qui vient de sortir au PUF. C'est pas moi, hein, mais c'est Durper, Mabilon, Bonfils. Vous verrez dans ce livre qu'effectivement, ce n'est pas vraiment la fin de l'école qui est en question. C'est qu'il s'agit de penser non plus en termes d'école et de murs, mais d'éducation. Marcel a rappelé toute l'importance de l'école pour tous, de l'éducation pour tous. Quand l'école est née avec Jules Ferry, on a eu un autre homme très important, c'est Jean Massé. C'est le fondateur de l'éducation populaire. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit, tous les exemples, ils témoignent qu'on a intérêt à mettre en œuvre ce que le ministre Payon voulait, c'est-à-dire les plans, les projets éducatifs locaux, mais pas simplement, pardonnez-moi, comme ça. J'allais dire, pour un moment donné, pour répondre à un besoin de innovation de rythme scolaire. Non, plus profondément. Il y a aujourd'hui des apprentissages qui doivent se faire à l'école, et il y en a d'autres qui doivent se faire en dehors de l'école. Et le numérique est un élément qui peut relier tout ça. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est à l'œuvre. Alors ça dépasse de loin ce qu'on est en train de réfléchir, quels seront les contenus du code qu'on va mettre dans les programmes de l'école élémentaire, et puis ce qu'on va faire au niveau du collège. C'est vraiment des enjeux beaucoup plus grands. Ce que je dis là, c'est pour les 30-40 ans qui viennent, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que demain, on n'aura plus que 18 heures avec des maîtres ? Je vous rappelle aussi que dans les grandes transformations, les instituteurs n'existent plus depuis 1969. On a des professeurs des écoles. On n'a plus d'école normale. Donc, un lien là, avec la nation a été changé. On a fait les IUFM qu'on a remplacés par des SP, et des SP dont on ne sait pas exactement ce qu'elles seront. On est en train de les construire. Vincent Payon, Benoît Hamon, s'ils sont déjà attelés, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas rien de transformer des IUFM en des SP. On ne le réalise pas. C'est un nouveau lien entre le terrain et la recherche que les IUFM n'ont pas réussi à faire. Donc, vous voyez, on est attelé à des défis absolument essentiels, et on n'est pas seul dans le monde. Je sors d'un colloque mondial à Lyon, on voit bien que dans tous les pays du monde, nord et sud, les problématiques sont les mêmes. Donc si vous lisez ce livre, vous verrez que, fin de ma page de pub, qu'effectivement l'éducation elle est mondiale. Ma dernière phrase, c'est pour dire que l'école républicaine, celle de Jules Ferry, c'est à laquelle on croit, elle a été fondée sur des valeurs. On savait quel était le projet national. Moi, je suis persuadé que l'éducation aujourd'hui, certes, elle doit garder des valeurs nationales, mais elle est absolument à penser au niveau mondial. Juste un mot, tu as prononcé plusieurs fois un ex. Vous avez raison d'applaudir à lui, mais tout le monde. Mais sérieusement, tu as parlé toujours d'un ministre qui était l'avant-ministre ancien. Maintenant, est-ce que puisque tu as parlé des changements de programme, dans ton point numéro 2, tu confirmes que le dernier ministre de l'Éducation, non, ça, 18h15, je vous ai dit, et qui fait que là, il n'a pas remis en cause la stratégie justement que tu as développée par rapport, tu as cité Payon, oui. Ça veut dire que dans les 147 jours qui ont duré, il n'y a pas eu de remise en cause? Non, alors d'abord sur la stratégie du numérique, ça a été la poursuite. Bon, il y a eu des changements peut-être d'hommes au niveau du cabinet du ministre, etc. Mais la directrice du numérique, donc j'ai cité ma collègue Catherine Becchetti-Bizot, a été confirmée. D'ailleurs, elle a été nommée par Benoît Hamon. Il y a eu le conseiller du ministre qui a changé. Mais toutes les lignes sont absolument identiques. On a gardé ces lignes-là. D'ailleurs, l'ensemble des lignes ont été changées. La modification, vous l'avez toutes vue. Je n'ai pas évoqué le dossier des rythmes scolaires. Bon, c'est le décret de Benoît Hamon qui a assoupli un certain nombre de choses. Ça, d'accord. Mais sur le reste, sur le fond, notamment la grande modification, la grande décision, c'est sur le Conseil supérieur des programmes qui est en train de réfléchir au programme. Mais là, je vous ai dit, c'est tellement difficile que le jour, il faut le voir, le jour où le président du Conseil supérieur des programmes a remis sa copie, il a démissionné lui-même. Donc, c'est dire la difficulté de l'entreprise. Il n'y a pas de consensus sur ces sujets-là. Et je pense qu'il faudrait un consensus de la nation et aller au-delà de la nation. Bon, en tout cas, pour la période de l'exercice du mandat du ministre, qui recouvrait d'ailleurs aussi l'enseignement supérieur, il n'y a pas eu de changement majeur sur le numérique.
Il est clair qu'il y a encore de grands chantiers de réflexion, y compris d'ailleurs au niveau de l'enseignement. Le numérique entraîne forcément d'autres manières de fonctionner dans la classe. On ne peut plus être systématiquement d'une manière frontale face aux élèves. On sait bien qu'il y a de nouvelles manières de travailler. Et tout cela, finalement, se heurte à des fonctionnements antérieurs. On empile, on ne remplace pas. Et c'est vrai que c'est complexe et on travaille avec des humains. Et on sait bien comment nous aussi, on a intégré nos manières d'apprendre. Et donc c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est vrai, cette mise en œuvre, et elle doit se profiler sur, bien sûr, comme tu l'as dit, sur énormément d'années. Mais je crois que c'est vraiment un enjeu fort et on a raison, je crois, de s'y mettre tous ensemble d'une manière très, très rapide et efficace, parce que quand même le temps passe et que les métiers de demain aussi sont là, alors que nos formations ne sont pas forcément prêtes. Enfin, il y a quand même de nombreux enjeux à tous les niveaux, au niveau du numérique. Bon, mais je ne veux pas prendre de temps. On va peut-être, Marcel ? 22 minutes. Voilà, donc il nous reste du temps pour des questions directes avec la salle. Je crois qu'il faut un micro dans la salle. Je m'en occupe. Oh! Je vous laisse vous présenter. Gérard Houry, donc là je vais parler sur le côté autiste, puisque je représente l'association Parole Donnée, autisme, éducation, loisirs. Dans ce que vous avez dit, et notamment avec les capacités du numérique, c'est un outil fabuleux d'intégration des personnes et des enfants handicapés, notamment atteints d'autisme, de dyspraxie, d'apraxie, puisqu'effectivement on peut adapter grâce au numérique les pédagogies pour qu'ils puissent suivre leur rythme. Or, force est de constater que beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'IME élaborent des plans de leçons. Chacun dans son coin, c'est jamais mutualisé, c'est jamais regroupé. Ça peut pas aider un autre enseignant qui se trouve demain confronté avec un enfant autiste dans sa classe qui saute dans tous les coins parce qu'on lui a pas appris aussi à les intégrer et tout simplement à s'en occuper, qui ne sait pas qu'il existe des plans de leçons adaptés pour effectivement acquérir les différentes compétences et des références dans le temps de l'enfant en fonction de son évolution. Donc je pense que le numérique, donc là on a développé une plateforme qui s'appelle Solane, qui a été financée en partie par la Croix-Rouge, sur justement une mutualisation pour le partage des plans de leçons adaptés aux enfants autistes dyspraxiques et apraxiques, qui va être un moyen d'abonder par les enseignants, les parents qui souvent élaborent des plans de leçons, parce que de toute façon à l'école... Les enseignants ils disent mais on ne sait pas comment faire avec lui, et les parents de leur coin préparent, découpent des manuels scolaires, font un plan de leçon, permettent à l'enfant d'atteindre des niveaux et puis de connaissances assez acceptables par rapport à la moyenne. Donc l'idée c'est de dire comment les enseignants peuvent être autorisés à élaborer des plans de leçon et à les mutualiser pour les partager. Comment ces plans de leçon, une fois élaborés, on protège la propriété artistique et comment elles peuvent se diffuser et se partager, et comment effectivement ça peut permettre à la société de tenir son obligation de la loi de 2005, à savoir d'intégrer des personnes handicapées et de pouvoir mettre, grâce au numérique, des systèmes d'adaptation dans les murs et hors les murs pour permettre effectivement d'atteindre ce socle commun de connaissances qu'il faudra peut-être un jour définir pour définir l'éducation nationale, qu'est-ce que c'est et quelles sont les compétences nécessaires pour être citoyen. Quels sont le corps de connaissances nécessaires pour exercer son métier de citoyen dans la cité. Voilà, ça c'était le premier point. J'en ai un deuxième. Effectivement, c'est sur les coûts d'accès à l'Internet. Aujourd'hui, ça représente un mois de RSA, un mois pour les personnes âgées de minimum vieillesse. On parle des infrastructures, de l'accès partout, de l'Internet. Aujourd'hui, par exemple, les bailleurs sociaux intègrent dans leurs immeubles, dans leur HLM, l'antenne pour tout le monde, l'accès au réseau télévision. Pourquoi ne pas mettre en place un service universel du numérique, à savoir obliger les bailleurs sociaux dans les CUX, les plans de rénovation urbaine, d'intégrer l'accès au numérique à un bas niveau pour pouvoir avoir accès aux bulletins scolaires des enfants,
sans avoir effectivement à puiser et à consacrer un mois de revenus annuel, du moins un mois de revenus pour l'accès à l'Internet. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième aspect sur les coûts de l'accès à l'Internet qui aujourd'hui pénalisent énormément les personnes. Merci beaucoup. Une réaction à cette intervention ? Je veux bien faire un élément de réponse, mais sur les questions juridiques, Pierre Perret serait infiniment plus compétent que moi. Sur le deuxième point, sur ce point, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut penser à un nouveau système. Jules Ferry, c'est l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire. On a un ordre qui n'est pas celui-ci, d'ailleurs, mais si c'est gratuit, ça peut être obligatoire. Je pense que si on pense l'éducation du futur, il faut effectivement voir comment cette éducation du futur peut être une éducation gratuite. Je pense qu'il nous faut une grande réaction par rapport aux entreprises qui nous dépassent. On parle toujours de Google, Facebook, etc. Les quatre majors, là, ils n'ont pas d'enjeu démocratique, il faut le dire. Ils ne pensent pas à la société en fonction de la démocratie. Ils font en fonction du commerce. Je le dis comme ça, c'est la réalité, ça va très très vite. Mais si nous, on n'arrive pas au niveau de l'éducation, au niveau de la société en général, à penser justement nos valeurs d'une éducation gratuite, obligatoire, dépassant les murs de l'école, alors oui, ça c'est très ennuyeux. La réponse à mon avis à votre question, elle est dans cette définition sociétale. Sur le deuxième point, vous avez presque donné la réponse vous-même, vous avez défini le problème, vous avez proposé une plateforme, vous avez trouvé des partenaires. Pour le reste, la mutualisation, je crois qu'elle me semble assez naturelle. Moi, je ne vois pas de problème de droit. Je pense que là, il y a tout ce qui existe déjà dans la panoplie des licences commons, etc. Je ne vois pas de problème, mais peut-être que Pierre sera plus habile que moi à répondre. Bon, la question est intéressante, mais parce qu'elle met en évidence une question qui n'a pas été évoquée, la question de la propriété littéraire et artistique. C'est-à-dire que dans le contexte de l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle une exception pédagogique. C'est-à-dire, effectivement, à condition que les élèves, que ce soit bien des élèves, que ce soit bien des enseignants, que ce soit dans le contexte vraiment de l'éducation nationale, on peut se passer dans certaines circonstances restrictivement interprétées de l'autorisation des auteurs. Mais dans le cadre du parascolaire, de ce qui peut se faire dans des espaces publics numériques, on n'a pas le droit d'utiliser les contenus, et on ne peut pas exercer une quelconque exception pédagogique. On est hors de ce contexte-là. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une contrainte, c'est un frein. Les dispositifs de Creative Commons, on pose un problème. C'est-à-dire que moi-même, je peux déposer demain le Grand Bleu sous Creative Commons et personne ne pourra voir... vous voyez, il y a des vrais problèmes de fond qui ne sont pas réglés, mais y compris l'éducation nationale. D'ailleurs, les questions du droit d'auteur, l'exception pédagogique est très difficile à mettre en œuvre en réalité, même au sein de l'éducation nationale. Ça, c'est des vraies questions sur lesquelles, pour faciliter, pour favoriser l'essor de la société de l'information, on devrait vraiment le regarder les yeux dans les yeux, devrais-je dire, parce qu'on n'a pas du tout réglé le problème des droits d'auteur. On n'a d'ailleurs pas non plus réglé la question de la propriété intellectuelle des enseignants. On ne sait pas très bien qui elle appartient finalement. Malgré le fait qu'il existe des lois, mais la réalité c'est qu'elles ne sont pas applicables juridiquement. C'est-à-dire que légalement leur interprétation par les tribunaux est difficile. Une question de la salle ? Bonjour, Michel Buil, Société Opterna, fabricant de produits pour le déploiement des réseaux et par ailleurs parent. Et donc une petite question assez simple. On parlait des freins tout à l'heure au déploiement de ces techniques numériques pour les enfants et pour les parents. Moi, ce que j'ai identifié comme étant le frein principal, avant tout, c'est la collaboration des professeurs. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites sur ce point-là? Sur la partie technique, on sait faire, mais voilà, accompagner le changement, a priori, c'est la difficulté. Merci. Oui, Nicolas Vauzel. Oui, ben ça vient de justement, quand on monte un projet numérique sur un territoire, on s'implique dans le territoire et c'est juste la notion de mutualiser et de fédérer les actions et de travailler en commun avec les autres. Donc moi je rejoindrai ce qu'a dit M. Durper sur l'idée de, quand on fait une action avec l'éducation nationale, obligatoirement on inclut l'éducation nationale. Et quand on l'inclut dans cette façon de faire, et on part aussi des projets de ce que veulent les professeurs des écoles. Par exemple, je donne un exemple classique, une sortie scolaire, ils ont le journal scolaire à faire, ils ont quelque chose à diffuser, est-ce qu'au-dedans on peut s'impliquer? Après, c'est pas une obligation.
C'est-à-dire qu'on est en période aussi, je veux dire, sur tous les professeurs des écoles, c'est le problème de toute façon des TAP, c'est la mairie, l'école n'est pas, enfin l'instituteur, le professeur des écoles n'est pas obligé de s'y intégrer. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire des projets. Donc je pense que c'est aussi, ça dépend de l'humain, ça dépend de la personne qu'on a en face à nous. Disons qu'on peut très bien travailler sur des valeurs communes, sur un territoire qui fait ramener aussi vers le numérique les professeurs des écoles. Parce qu'il y a aussi une acculturation de certains professeurs. Donc les ramener sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, où ils se sentent un peu... voilà, c'est un va-et-vient. Mais moi, je suis quand même optimiste, parce nous, on intervient quand même pas mal dans les écoles. Et on travaille avec le conseil pédagogique qui propose des formations, et on arrive quand même à un maillage du territoire qui est valable. Et de plus en plus, en fait, dans cette idée de... vous avez une idée, et nous on vous apporte la solution. Et après, à partir de là, donc c'est vraiment de la collaboration. Je pense que ça dépend des territoires, ça dépend des personnes, ça dépend comme tout. On revient sur le même mot, mutualiser, fédérer et globaliser. Pour ce qui est simplement, par exemple, du cartable intelligent, pour moi, je suis dans pas du 77, d'accord, dans une école qui a en plus une orientation internationale. À peine 30% des profs font le travail de mettre les informations. C'est pas mal, oui. C'est 30%. Je critiquerai pas mes collègues. Mais en fait, c'est quelque chose de très structurel. Parce que l'enseignant, depuis longtemps, il est en concurrence l'un avec l'autre. Je le dis comme ça brutalement, mais il avance avec ses notes. Il est inspecté d'une manière individuelle. Et donc, il n'a pas été, dans ses gènes culturels, habitué à travailler avec les autres. Alors, bien sûr, ça passe. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, déjà dans les UFM, aujourd'hui dans les SP, on va apprendre à travailler ensemble, à collaborer, on mutualise, et je crois que les choses évoluent. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs la blogosphère et voir tout ce qui se partage au niveau des blogs qui se mettent en route, en Creative Commons, les enseignants deviennent très généreux, et je crois que là, il y a énormément de choses qui montrent qu'un mouvement est en place. Mais c'est vrai qu'au fond, l'enseignant était tout seul, dans sa classe, chef de sa classe, et en plus, il était inspecté sur son travail. Donc, il est normal que tout cela reste un petit peu dans le fond culturel de l'enseignant. Je crois qu'il y a de cela. Voilà. Et donc, les choses vont bouger là aussi. Hein, et puis, le numérique va obliger. Et je crois aussi que si on travaille par projet, et l'idée du journal scolaire, par exemple, est une bonne chose. Si on a des projets dans les classes et des projets dans les établissements, on est obligé de travailler ensemble. Alors aussi, on n'a pas institutionnalisé, et on l'a institutionnalisé depuis peu, le temps de travail ensemble. On l'a fait dans les écoles, c'est pour ça que les écoles travaillent davantage ensemble. Il est moins évident dans le secondaire, parce qu'avec des centaines de profs, on ne peut pas forcément... Bon, alors il y a bien les TPE, les travaux... qui ont permis de travailler à plusieurs profs sur des projets, mais enfin bon, je crois que ça c'est à développer, cet esprit-là est fondamental. Mais les plateformes qui se mettent en œuvre aujourd'hui au niveau de l'éducation, elles sont quand même énormes, et je pense à ce projet-là, il peut être diffusé aussi sur énormément de plateformes. Sur Educavox, on peut le proposer, enfin je veux dire, là aussi, il y a des prolongements numériques partout, à tous les projets aujourd'hui, il faut chercher effectivement les plateformes qui diffusent, et il faut le diffuser d'une manière multidimensionnelle. Moi, j'ai une vision assez optimiste de ce qui se passe. Certes, tout ne marche pas comme on voudrait que ça marche, mais j'ai plein d'exemples où effectivement le numérique s'est intégré tout à fait naturellement. En tête me revient à ce moment-là, parce que il se trouve que l'an dernier, à ce moment-là, j'étais dans une école qui débutait, c'était dans l'Académie de la Réunion, qui débute un peu plus tôt, et donc je voyais une jeune enseignante qui débutait, qui était en SP, qui débutait aussi, et elle avait une tablette numérique et un TBI. Elle avait tout acheté elle-même, d'ailleurs. Bon, c'est pas un exemple à suivre, mais ça lui semblait, elle, tout à fait normal de commencer, c'était la première année, elle était encore stagiaire, de commencer avec le numérique. Mais je pourrais vous citer plein d'exemples, ça c'est pas un bon exemple du point de vue financement, mais de professeurs sans plateforme, sans rien, qui font par exemple des blogs. On apprend aujourd'hui à lire, à écrire à l'heure du numérique. Alors peut-être pas autant qu'on le voudrait. Moi, ça m'étonne par exemple toujours de voir qu'on n'ait jamais pensé une bibliothèque scolaire numérique, qu'on ne fournisse pas des livres numériques aux élèves, qu'ils puissent les ramener chez eux, les lire, etc. Bref, tout ça, mais ça va venir. Les bibliothèques municipales font aussi du travail. Donc, mais voilà, poussons tous ensemble, en étant optimistes résolument, en aidant les maîtres. C'est un travail aujourd'hui. Être prof des écoles aujourd'hui, ou prof au général, à mon avis, c'est plus compliqué que quand moi j'ai commencé ma carrière. C'est bien plus difficile. Pardonnez-moi, mais les parents sont un peu plus...
Voilà, c'est plus compliqué. Hein. Avant, le prof, il était prof, on n'allait pas contester tous les jours sa manière de voir. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et dans les quartiers difficiles, c'est très, très difficile. Vraiment, parce qu'il faut déjà réguler, il faut déjà instaurer l'autorité, il faut déjà faire comprendre les règles de la vie, faire comprendre les règles de la vie en société, pas seulement dans le monde numérique. Donc, si vous pouvez aussi être aux côtés des enseignants pour les aider dans ce métier particulièrement difficile, c'est bien. Merci. On prend une dernière réaction de la salle, juste avant de signer une convention et de vous annoncer un projet qui, je pense, va vous intéresser. Merci. Vous avez dit que l'éducation devrait être pensée au niveau mondial. Je serais peut-être un peu moins ambitieux en parlant du niveau européen. Donc, question comment jeter les bases d'une réflexion sur un projet éducatif européen. Parce qu'en lançant une telle démarche, on déboucherait nécessairement sur le numérique, ce qui permettrait de poser une deuxième question. Comment monter un projet numérique européen? On n'a pas parlé d'Europe depuis ce matin. Dans l'économie numérique, l'Europe est essentiellement un consommateur. Les producteurs de l'économie numérique, que ce soit du matériel ou des grandes plateformes de logiciels, GAFA, Google, Apple, etc., ne sont pas européens. J'ai l'habitude de dire que nous consommons du Coca-Cola numérique en Europe et il y a peut-être une opportunité de réfléchir par le biais d'éducation, justement, comment réfléchir ensemble sur un projet numérique européen qui est une grande ambition, mais après tout, pourquoi pas, puisque c'est peut-être un des domaines où les souverainetés nationales ne se sont pas encore construites, ce qui, comme chacun sait, est un frein pour construire des projets au niveau de l'Europe. Merci. C'était Pierre Igrier, le président de l'association Les Web du Gévaudan, en Lozère. Une réaction, et puis ensuite, effectivement, il faudra conclure. Juste un petit exemple. Le problème du projet européen, c'est que c'est difficile et long à monter. Je préfère qu'on monte un progrès numérique national qu'un progrès numérique européen. Il est plus à notre portée. Et à l'exemple de ce qu'on peut en faire en France, après on pourrait l'exporter. Oui. Mais attends Pierre, il en existe des projets européens, il en existe un certain nombre, notamment la mise en relation des écoles. Bon, il y a quand même un centre de réunion à Bruxelles, moi, je participe à quelques-unes d'entre elles, où on voit quand même des écoles qui s'interconnectent. Si, non, c'est important de dépasser les frontières. Alors ça peut se faire avec organisme ou sans organisme. La Commission européenne a fait des mises en relation d'écoles, mais ça peut se faire aussi de manière inter-école. Je connais pas mal de projets qui se développent sous ce signe-là. Alors on a aussi des réseaux qui peuvent aider à ça. On a en France, heureusement, un réseau d'établissements dans le monde qui s'appelle l'AEFE. On a la mission laïque française qui peuvent aider à monter des réseaux. Et quant au niveau mondial lui-même, alors moi je fais référence justement à ce séminaire mondial qui nous réunissait à Lyon la semaine dernière, mais l'UNESCO est un merveilleux outil pour développer des projets, des réflexions dans une logique nord-sud. Ça, c'est aussi très très important. L'école ou l'éducation via le numérique, elle peut nous permettre d'alphabétiser plus rapidement les quelques 150 millions d'élèves qui ne bénéficient pas encore de ce minimum éducatif qui est le savoir lire. Merci. Jean-François Coche, vous étiez prêt à intervenir. Vous aurez le mot de la fin. Merci. Juste un petit exemple, quand vous parlez de consommation, effectivement, ça passe par éducation, ça commence par éducation, parce que ce qui me paraissait, notamment avec des enfants, le fait de démonter des jouets, de remonter, réparer certaines choses, ce qui me paraissait tout à fait normal pour certains, et même pour beaucoup, c'était une grande première. Ils ne se rendaient pas compte que, eh bien, on n'était pas obligé d'aller mettre à la poubelle. On pouvait réparer des choses, on pouvait fabriquer des choses, et je m'en suis rendu compte tout au long de l'année que tout doucement, il y a des petits grains qui germaient comme ça, et qui les poussaient à chercher, à comprendre, et à essayer d'aller plus loin avec certains objets. Merci. Marcel, Michel, je vous invite à clore le banc. Oui, simplement, moi, je voudrais peut-être demander à tous les intervenants s'ils veulent bien faire un article, parce que ça permettra d'approfondir un petit peu leurs expériences, leurs réflexions, parce que là, on a lancé quelques idées, mais je crois que c'est important aussi que vous puissiez retrouver des articles sur ce sujet. Donc, je ferai un petit dossier, si on a tous ces articles-là, sur Educavox, pour que chacun puisse ensuite aussi faire les commentaires et apporter votre pierre, parce que vous êtes nombreux, et je pense que là, il y a aussi des expériences dont on peut bénéficier. C'est ça pour moi la mutualisation. Voilà, ça me semble important. Oui, en effet, merci beaucoup. Bon, juste, je veux pas que, dans mes propos, je ne voudrais pas partir dans tous les sens, et pour reprendre le terme, butiner.
il y a des coups de vent quelquefois qui font que les fleurs, les roses et tout, mais tout est remis d'aplomb. Ma remarque, alors je ne reviens pas sur le fait que chacun étant frustré par ailleurs de ne pas avoir tout dit, c'est vrai que les papiers, les articles, il faut aller plus loin, puis ensuite c'est disponible pour tous. Mais une remarque, je lis deux choses, ce que vous avez dit monsieur et monsieur. D'abord, moi dans ma carrière, il y a quelques années, je me suis préoccupé des gens qui étaient des médecins et qui se trouvaient profondément choqués de la manière dont le numérique, au fond, les remettait en cause. Et il y a eu une période, je crois que peut-être certains vous l'avez vécu, au fond, vous êtes allé trouver votre toubib, et en réalité, quand vous lui avez dit bonjour, vous lui avez aussi dit ce que vous aviez. C'est-à-dire qu'en gros, parce que vous aviez regardé les sites adéquats, vous veniez trouver quelqu'un qui avait de la compétence, qui avait un statut, qui avait dans la société en tant que tel une place précise, et au fond, vous le mettiez, pas dehors, mais vous le déclassiez, parce que vous en avez, avec tous les guillemets bien sûr, vous en saviez autant que lui. N'oubliez jamais que ce mécanisme-là s'est produit pour les journalistes et ça se produit aujourd'hui pour les journalistes, ça se produit aujourd'hui pour d'autres professions, et bien évidemment, puisqu'on parle dans ce débat justement de l'éducation, vous pouvez imaginer ce que ça signifie et ce que les uns et les autres ont pu entendre par rapport à tous ces éléments-là. Et je crois que face à ça, il faut, alors, comment dirais-je, répondre d'une manière intelligente, c'est-à-dire d'expliquer qu'on ne va pas remettre en cause un professeur des écoles, pardon, un prof de lycée, etc., ou un chercheur, parce que les questions se posent, n'oubliez pas, au même niveau. J'ouvre une toute petite parenthèse de 8 secondes. Pensez comment un certain nombre de gens de la recherche dans les universités ont été remis en cause parce qu'ils utilisaient justement toute cette machine mondiale en tant que telle. Et puis, ils s'en sont sortis. Puis, dernier point, monsieur, moi je comprends, je vous entends sur l'Europe et par rapport à la France. Moi, je connais des milieux ruraux, je connais des gens qui habitent à la campagne, qui travaillent aujourd'hui avec la Chine, qui travaillent avec certains pays d'Afrique, qui travaillent effectivement avec l'autre pays, la grande zone qui est en train de venir, mais que nous, culturellement, nous n'avons pas encore intégré, qui s'appelle l'Inde, par exemple, et qui font qu'en définitive, tout en continuant à travailler avec, vous parlez de Coca-Cola, mais on voit bien à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire de l'Amérique, et dans certaines zones de l'Amérique qui nous ont, entre guillemets, imposé un moteur, une matrice en tant que telle par rapport au numérique, et qu'aujourd'hui, le citoyen, pour reprendre le mot que Pascal avait évoqué ce matin et que j'ai repris tout à l'heure, le citoyen numérique, migrant, mobile, moi j'ai pas voulu garder le mot mondial parce qu'on va se dire Desvergnes il a piqué, bon. Mais en réalité, le fond du problème il est là. Et quand tout à l'heure, tout en plaisantant, et c'est une forme au fond de réponse, quand je me suis présenté en donnant mon mail, mon adresse électronique, ben évidemment c'est un gag, mais en réalité, je suis à Shanghai, je suis à Paris, je suis à, c'est marqué là, dans un château, ou je suis à Bordeaux, je suis la même personne. Et c'est cet élément-là qui fait que dans le milieu, alors puisque ici on trouve des gens qui ont des responsabilités plutôt ruralistiques dans le milieu dit rural, hein, ça vous voyez bien que c'est plus complexe que ça, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est là qu'il faut poser le problème et de se positionner, que l'on soit élu, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit responsable effectivement d'une famille, que l'on soit au fond quelqu'un qui dans une communauté, puisque c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, dans une communauté avec des réflexions. Et c'est cet élément-là qui, je reconnais, compliqué à saisir et à vivre, mais en réalité c'est exactement ça qui mène en quelque sorte, avec des points de vue quelquefois différents, des oppositions, fait tout à l'avenant, mais qui amène en fait à ce que notre monde, notre société, eh bien, effectivement, elle évolue avec toutes ces contradictions. C'est ça qu'on doit pouvoir dépasser à Ruralytique. Merci Marcel Desvergnes. Merci à tous les intervenants. On peut vous applaudir.